Clément, on est parti. Ouais. Donc on va commencer par l'Olympique de Marseille qui a fait un superbe résultat ce week-end face à Nice. Si je me trompe, défaite 2-0. Il n'y a pas eu de retour au score. J'ai arrêté à 10 minutes de la fin, donc je pense que je me suis... Il s'est rien passé, t'as bien Il fait s'est rien d'arrêter. passé, très bien, à part cette terrible défaite de l'Olympique de Marseille. Après on enchaînera avec l'évincement des origines lyonnaises de Pierre Sage du bord de lyonnais. Puis bon, si on a le temps, on fera un tour Champions League et peut-être un tour sur Kylian Mbappé qui s'en met plein les fouilles. Et ben écoute Clément, présente-nous un peu cette contre-performance de l'OM sur le terrain de l'OGC Nice. Je pense que au lieu de parler de l'OM, je vais d'abord attaquer par Nice parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'OGC Nice, qui est, je pense, le club qui, de manière ostentatoire, de manière totalement visible, se fout de la gueule du football français en général pour plein de raisons. Et la première, évidemment, on va forcément parler avant ce match-là de leur magnifique performance en Coupe d'Europe, pendant que Brest étale son talent en Champions League, pendant que même Paris arrive à sortir un gros match. Monaco fait le boulot, on en doutait, évidemment, on a le pif, on en doutait la semaine dernière, ils ont fait le boulot. Eh bien, on a Nice qui, en Europa League, donc déjà pas le même niveau de compétition, se retrouve donc 34e sur 35e et fait environ 6 ou 7 changements dans son 11 avant ce match contre le club, vraiment ce club qui fait peur aux grands d'Europe, le 7e du championnat suédois. Donc, quand tu arrives sur ce match-là, évidemment, il joue sur un synthétique. Tu as globalement l'impression qu'il joue à peu près à Serra. Moi, au stade, ça m'a fait penser. Si Serra avec 4 tribunes, c'était à peu près ça. Bref, un club une prestation tout simplement affligeante, avec une équipe et même un coach finalement très décevant ce jeudi dernier en Coupe d'Europe, qui donne vraiment une image du football français et même une image du club au global vraiment inintéressante au possible et qui méritait d'être sanctionné. Mais on savait évidemment que si tant de changements avaient été effectués, si la Coupe d'Europe n'était pas une compétition qui intéressait le haut grand OGC Nice et ces multiples Coupes d'Europe, évidemment, et ces multiples épopées, comme diraient nos amis du Stade Rennais, eh bien, voilà, ils sont préparés pour leur match du dimanche. Qu'importe la Coupe d'Europe, autant chier sur les 80 millions d'euros que nous ont donné CVC et le foot français. Allons-y, franchement, préparons-nous pour la Ligue 1. Et ça, pour le coup, ça a été évidemment bien fait. C'est ce qui vraiment, moi, m'énerve, parce que quand je vois le match qu'ils font dimanche, je me dis qu'ils auraient pu être le Brest d'Europa League, être vraiment jouer une vraie carte, surtout dans cette Europa League, dans ce nouveau format un petit peu dévalué, sans même parler de la Conference League qui est carrément, alors là, effacée. Mais déjà, dans cette Europa League, disons qu'ils avaient pour moi, ils ont largement les qualités d'aller y jouer. Je ne sais pas comment on laisse faire ça. Comment on n'a pas des institutions qui sont en capacité de dire non mais là les gars quand même on vous a donné du pognon pour faire quelque chose en Coupe d'Europe et qu'il se passe absolument rien, et surtout du coup ce contraste extraordinaire avec un match complet, un match vraiment intéressant de la part de l'OGC Nice, qui certes dans le fond de jeu transition très rapide, mais alterne, bloc bas, pressing à très haute intensité, avec des joueurs comme Guessant qui évidemment crèvent l'écran. Bon, alors après on leur donne un but, évidemment, ça c'est les problématiques de l'Olympique de Marseille, on y reviendra. Mais pour ce qui est de Nice, en tout cas, ce contraste entre ces deux performances est affligeant. Et moi je serais niçois, vraiment ça me rendrait complètement fou. Et rien qu'en tant que supporter du football français, sincèrement je trouve ça anormal. Et par contre, leur victoire de dimanche, ils la méritent amplement. Encore une fois, c'est ça qui m'énerve, parce qu'ils ont vraiment, que ce soit techniquement dans ce qu'ils faisaient, alors certes, la possession de balle, c'est pas vraiment leur intérêt, mais sous Francaise, sous Lens, c'est vrai, des matchs, on avait l'impression de les avoir déjà vus, avec des rôles, de nouveaux joueurs, mais avec des rôles assez précis pour chacun des postes.
Notamment même un Klos, par exemple, qu'on a bien connu à Lens, à Marseille, et ben là on le revoit à Nice sous Francaise, et ben on revoit le Klos plutôt qu'on a pu voir à Lens et un petit peu moins à l'Olympique de Marseille, quoi que ce soit un bon joueur, hein. La question n'est pas là. Mais bref, un Nice qui a vraiment dominé les débats, Marseille s'est fait rouler dessus physiquement en première période, globalement tout le match, mais c'est vrai qu'après, notamment après le deuxième but, Nice a quand même bien reculé parce qu'ils étaient en gestion du match, qu'ils avaient tout à fait le droit de le faire et que de toute façon, ça fait partie, comme je te disais, de leur tactique de match. Un plan de jeu absolument superbe, mais assez facilité, je pense, par le match de Strasbourg de la semaine dernière. Strasbourg, ils ont fait exactement, c'est pas compliqué, le plan de jeu c'est exactement le même, appliqué avec des joueurs supérieurs, et ben là, au lieu de repartir avec le match nul, cette fois tu repars avec une défaite, et une défaite qui fait mal au moral et qui met en exergue certains joueurs, notamment Brassier, le pauvre, on l'embrasse, fin de carrière à l'OM après 6 mois, on t'embrasse petit homme en espérant que sa carrière soit grande ailleurs, parce que je peux pas penser que ce soit un si mauvais joueur que ça. Voilà, il est passé à côté à l'OM comme plein de joueurs qui sont venus, on avait plein d'espoir, puis finalement il se faisait bouffer par la pression. Au bout d'1 minute de jeu, quand tu fais 2 erreurs, coup sur le même ballon, si tu veux, à un moment donné, quand tu joues la 2e place de Ligue 1, tu peux pas te permettre ça. Mais évidemment, c'est pas le seul non plus, mais enfin, quand tu donnes un but, évidemment que c'est toi qu'on va voir en premier, c'est un petit peu gros, hein. C'est un petit peu gros en début de match, donc forcément ça se voit, mais derrière il y a des joueurs qui évidemment, que ce soit techniquement, que ce soit aussi dans l'impact physique, on a vu un Greenwood vraiment éreinté, hein. Là, techniquement, on n'a pas retrouvé le joueur qu'on a vu depuis le début de la saison. J'en parle évidemment uniquement quand il est mauvais, on l'aura bien compris, et là il a été nul à chier, faut bien le dire, il perd un nombre de ballons sur des transversales, on ne savait pas à qui il les mettait. C'était vraiment le fameux en football amateur. Mais à qui À Bah, qui voilà, personne. À qui Donc il l'a fait 150 fois. Il a vraiment pas été bon. Il y a d'autres. Il y a d'autres joueurs, par exemple un Rongier, tu te demandes voilà, si techniquement il est en capacité de faire une passe quand justement il y a une vraie équipe en face, sous pressing, de garder un ballon et de donner une passe vers l'avant. Tu vois aussi des limites, par exemple, d'un Luis Enrique et même de tes recrues, plutôt de tes rentrants, pardon, mais qui sont aussi des recrues. Jonathan Rove qui rentre, où tu te dis, tiens, il va apporter un petit peu de vivacité et un peu de profondeur sur le front de l'attaque. Au final, voilà, ça fonctionne pas. L'OM passe à côté de son match au global. Je crois pas que ce soit ultra alarmant pour ma part, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne seront pas en capacité de proposer ce qu'a proposé Nice. En revanche, en effet, si tu veux te pérenniser, il y a quand même des soucis à régler, notamment trouver quelqu'un de solide en défense centrale. Alors j'ai entendu parler que Danso il irait au Stade Rennais. Alors je sais pas ce que fout Longoria, il y a des fois des pistes, on n'est pas obligé d'aller chercher un mec en Ouzbékistan, quand il est bon tu peux chercher à le prendre, ça me paraît plutôt logique, mais bon, visiblement ce sera pas le cas. Donc à voir ce qui va se passer du côté de l'OM. En tout cas une défaite tout à fait logique pour l'Olympique de Marseille, qui à aucun moment on a pu vraiment espérer qu'ils retournent ce match. Ils sont vraiment fait bouger. Mais j'ai juste envie de souligner ce contraste, parce que je suis même pas énervé par la défaite de l'OM en tant que supporter. Tu t'es fait bouffer tout le match, mais t'es vraiment déçu de perdre contre Nice, qui est un club raciste, hein, évidemment. Donc les nouvelles banderoles le prouvent. Apparemment, donc, le club qui est un club raciste. Donc là, on passe quand même. Ah bah évidemment, c'est un club raciste. Qui a. Institutionnel. À partir du moment où le club est au courant des banderoles et qu'il les laisse, c'est un club raciste, voilà, donc moi j'ai pas peur de le dire, c'est vérité, sinon il faudrait qu'il s'excuse déjà peut-être de ces banderoles. Mais ils sont excusés, non ? Ah non, je crois, j'ai pas vu, alors je peux me tromper, hein, peut-être que 48 heures plus tard il s'est passé quelque chose, ou j'ai raté, c'est pas impossible. Mais dans tous les cas, je trouve ça évidemment déplacé. Mais ce qui m'énerve, parce que bon, ça on le sait déjà, donc on voit pas, hein, c'est un peu comme si on disait qu'à Lyon, il y avait des supporters qui penchaient à droite. Voilà, on n'apprendrait rien à personne. On est là pour donner des informations. Et la première information qu'on peut dire, c'est que Nice se fout de la gueule du football français. Voilà. Carrément. Est-ce qu'il n'y a pas un écho quand je parle ? Non. Parfait. En tout cas, pas là. Tu veux que je teste surtout ? Non, j'ai entendu un bruit à un moment quand je parlais, mais c'est bon, là, j'entends plus. Donc ouais, bah moi, je vais te rejoindre sur déjà le premier point qu'il est important de soulever. Celui que Nice, en fait, je sais pas à quoi ils jouent, parce qu'en fait, les mecs, à quoi ça sert de jouer le haut de tableau si c'est pour aller faire des campagnes européennes où t'en as rien à branler ? C'est clair, c'est ouf.
Donc C'est j'aimerais clair. bien savoir quel est l'objectif de la saison, à part faire chier les gros. Euh, Ouais, faire chier leurs supporters, parce que bon, si c'est pour jouer un match 6 matchs dans l'année, autant faire comme Toulouse, hein. Toulouse, ils le font Mm. très bien, hein. Ils proposent rien dans l'année, mais de temps en temps, ils proposent quelques performances intéressantes et vont perdre contre Montpellier. Bon, tu me Mm. diras, Monaco l'a fait aussi, mais bon. Nice, je suis supporter niçois, c'est pas compliqué, je ne sais plus quand allumer ma télé. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de l'allumer là? Est-ce qu'on va gagner? Ah non, c'est des pipes en face, on va être nul. Là, il y a des gros, il est où le bonheur? Il est où? C'est-à-dire que l'écart, l'écart de déception avec l'écart de bonheur est proche d'un niveau où on arrive à zéro. Il y a trop de Mm. déception pour trop de bonheur potentiel, parce que ce bonheur-là, ils en profitent pas, les supporters. Du coup, Évidemment, potentiel. donc Nice, ouais, va sûrement peut-être finir dans un top 5, mais à quoi bon? À quoi bon? Mais clairement, mais à quoi bon? À quoi bon? Pourquoi faire? Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre, les mecs? Et comme Ils vont dirait dire l'autre, oh quoi, la Ligue des Manu, oh Champions, on la joue Manu, et pas? pourquoi faire? Et pourquoi faire? Mais Oh c'est Nice, vraiment ça. c'est C'est vraiment exactement ça. ça. Donc ouais, Nice, ouais. Donc ça déjà, c'est quand même un point assez fou. C'est inexplicable même. Je sais même pas en fait. En fait, c'est vraiment les joueurs, je pense, qui... Là, j'ai l'impression que c'est un point où ils décident en fait de dire ouais, non, on fera pas de match. On va limite pas jouer en fait. Parce que là, c'est pas possible d'avoir un tel niveau de différence sur certains matchs comme contre Marseille et que même Mm. normalement marchant contre les 7e de Suède, tu peux pas ne serait-ce faire nul. Et encore nul, Ah bah, ça clairement. serait déjà une contre-performance, on devrait les insulter. Et bon bref, et tout ça pour dire donc que Nice a effectivement fait un gros match contre l'OM. Mhm. Bon, l'OM s'est pas rendu la chose facile, puisque effectivement, comme tu as dit, notre ami Brassier, eh ben merci, c'était la dernière prestation, c'était la dernière séquence, et le film est terminé. Eh ben merci Brassier, là, c'est trop, j'ai vu, là ce qu'il a fait, je pense que, je te jure, tu vois ton gamin, je te disais, t'as des gamins en U13, en U14 qui font ça, tu lui dis, mais mec, motricité quoi, waouh! Là, clairement. Ouais, Ouah, ouais. c'est quand même hallucinant de faire une folie comme ça, et même le choix défensif de mettre le ballon sur la ligne en mettant sa semelle, c'est terrible, parce que même peut-être qu'en taclant, Ah enfin bon oui. bref, il y avait déjà Ah non, mais 90% du oui, boulot c'est bien vrai que fait. c'est vrai que t'es pas loin de. Moi, je dis double erreur, mais t'es pas loin de la triple, hein. Donc c'est vrai que Ah oui. Ah non, c'est dramatique. Mais je pense que même lui, si tu veux, et puis même les ballons d'après, tu vois Ouais, il y avait à rien quel de point il est sous rassurant. pression et tout. C'est-à-dire là, c'est vraiment tirer sur l'ambulance que de le flinguer. Je pense que le pauvre, vraiment, il doit certainement passer une semaine très très compliquée pour un joueur de foot, parce que c'est des mecs qui se doivent d'être au niveau mentalement. Et là avoir la tête dans le guidon comme ça et sortir un match pareil, en plus de Zerbi, je sais pas quelle idée. Il le pousse après la mi-temps, on le voit encore. Tu te dis, mais il veut vraiment le pousser à la faute et dire, ok, bah, le match on l'a perdu parce que lui était là. Bon, je trouve ça très 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 dur et voilà, on lui souhaite bon vent parce que je peux pas penser que l'OM va le garder. Il reste encore quelques jours dans ce mercato. Et j'espère même pour lui, c'est certainement une très très bonne chose, partir au moins en prêt quelque part pour aller se relancer. Parce qu'encore une fois, voilà, il y a souvent des contextes qui sont difficiles et celui de l'OM est vraiment compliqué pour beaucoup de joueurs. Donc, puis tu passes quand même vraiment un cap quand tu arrives à l'OM en termes de pression, en termes de standing, malgré tout. Bien Bah que les ouais. résultats ne suivent pas toujours. Donc voilà, c'est sûr que c'est compliqué, mais encore une fois, voilà, tu as un joueur qui te crève. Des fois, tu as des joueurs qui peuvent aussi avoir, comment dire, la faculté d'aller réparer leur erreur. Là, tu vois bien que voilà, il y est pas du tout, donc c'est pas la peine d'insister. Il faut pas. Il y a des fois des erreurs de casting, c'est dommage parce que moi, je suis persuadé que c'était plutôt une bonne idée vu sa saison dernière. Sincèrement, j'aurais pas. Quand il est arrivé, je crachais pas dessus. Je trouvais que c'était plutôt justement le type de move intra-Ligue 1 que Marseille faisait jamais. Malheureusement, ça s'est pas passé comme on pouvait l'espérer. C'est aussi un joueur sur lequel tu avais des espoirs, comment dire, raisonnables et avec un budget raisonnable. Donc bon, tu vois, c'est pas typiquement un Wai où au final, bon, le coût financier visiblement est plutôt bien géré. Enfin, où là, tu es quand même sur voilà, un échec terrible et du joueur et du club. Où, bon, on va dire qu'un contexte un peu compliqué, il le connaissait déjà avant, tu le recrutes pour très cher, on t'arrive à t'en sortir avec ce transfert à Francfort. Pour Brassier, disons que c'est autre chose. Ce qui est dommage, c'est qu'il t'écoutait des points, et en fait, il t'aura plus desservi que servi.
sur, sur cette demi-saison un petit peu plus maintenant, demi-saison de Ligue 1, quoi. Voilà. Mais Ouais. bon, franchement, pas grand-chose à dire. Je pense encore une fois, je veux dire, tu vois, là, je recheckais vite fait les deux compositions d'équipe. Je dis 7 changements parce que, étant un petit peu marseillais sur les bords, j'ai tendance à exagérer. Il y a plus de 7 changements entre les deux compos d'équipe, hein, puisque Laborde joue pas, Guessant joue pas, Santa Maria, Abdi, Boudaoui, je parle en titulaire, Klos, Dante, et je veux pas écorcher son nom, j'y arrive pas. Est-ce qu'il a un prénom simple? Enda Youssouf. Chimier. Voilà. Youssouf, je ne joue pas non plus. Donc en fait, t'es à 10 pratiquement, ouais, t'es à 8, 9. Donc bref, globalement, c'est surtout le point sur lequel moi j'ai envie de souligner, c'est qu'en effet, Nice, sans jouer de Coupe d'Europe, puisque là, bon, bah, le problème est réglé. D'ailleurs, en sortie de match, je crois que c'est Guessant qui dit on va préparer le match du week-end prochain, alors qu'ils ont match jeudi. J'ai écouté ça juste en sortant du match. Bon, bah voilà, là, ça te montre bien que même les joueurs, on leur a dit, de toute façon, vous allez rester chez vous. Là, j'ai hâte, d'ailleurs, franchement, pour l'histoire, Mais pour ça joue à regarder la Nice. compo d'équipe jeudi. Ça joue à Nice, je crois. Ouais, mais même que ça joue à Nice. Faut regarder la compo d'équipe, je pense qu'on peut être vraiment sur quelque chose d'assez Ouais. exceptionnel avec des joueurs. Philosophie à Amorim. donner du temps de jeu à des mecs vraiment lançons des types. Quoi. Philosophie Amorim, on fait jouer les entraîneurs de gardiens. Allez. Non, ouais, non, mais c'est Allons-y, clair. quoi, pourquoi pas. C'est clair. Pourquoi pas, écoute. Donc, non, pas grand-chose à dire de plus. Je pense que ça va activer le mercato de l'OM dans les deux sens, évidemment, puisqu'on voit qu'il y a des manques et que De Zerbi va s'énerver un peu et que les 3 mauvais résultats d'affilée ne sont pas que de son fait. Même si, encore une fois, je souligne quand même que 2 plans tactiques très similaires, Strasbourg et Nice, et tu perds un total de 5 points potentiels, évidemment. En tout cas, pour un point en 6 matchs, un point sur 6, pardon. Donc voilà, à voir ce qu'ils peuvent faire et quel coup ils peuvent faire, parce que toujours ça, un peu ce mercato de janvier aussi, quel vrai bon joueur tu peux aller récupérer. Bon, moi, je reste assez perplexe, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'un défenseur central, un attaquant, je pense que c'est mal, ça, parce ouais. que Mopé tout seul pour toute la saison, bien qu'on ait que la Ligue 1 à jouer. Je pense que là, l'OL. Alors même s'il faut quand même souligner, il faut rendre hommage à ce diable, à cette relique de Dante qui est encore physiquement à un niveau quand même assez impressionnant. 41 piges, être capable de tenir. Déjà, il a éteint Mopé. Même, c'est quand même un mec. En tout cas, respect pour ce qu'il fait. C'est un sacré défenseur qui a été décoté de par son passage au Bayern et cette terrible débâcle en Allemagne, enfin face à l'Allemagne. En 2014, et beaucoup de joueurs ne s'en sont pas remis, dont lui, qui je pense aurait pu mériter peut-être une plus grande exposition, tu vois, parce que très grand. Est-ce qu'il aurait pu aller plus haut que Nice? Je sais pas, mais peut-être trouver un club intermédiaire, Séville, tu vois, un truc comme ça. Je pense qu'il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux, et encore une fois. Après, je pense que bon, c'est pareil, les mecs, à un moment donné, ça fait combien de temps? Ça va faire 10 ans qu'il est à Nice, pratiquement. Je veux dire, après 2014, il doit y arriver en 2015 ou 2016. Je crois que c'est ça doit faire 8 ans maintenant, quelque chose comme ça. Après, bon, les mecs, voilà, au bout de 8 ans. 41 ans aussi, donc c'est quoi le pari? Ouais, voilà, c'est un énorme pari. Mais par contre, ça reste en effet un top joueur, et je suis persuadé qu'en effet, il aurait pu viser plus, ou en tout cas, il aurait pu largement aider le club de Nice, si ce club-là l'avait voulu, à aller beaucoup plus haut, oui, mais notamment en Coupe d'Europe, et encore aujourd'hui. Donc bon, après. Voilà, si Dante n'a pas d'ambition comme son club, à 41 ans, lui, on l'excuse beaucoup plus que son club. Clairement. Donc, avec son coach aussi. Et pour conclure sur Brassier, comme tu disais, c'est quand même évident que le mec, t'as forcément plus de pression. Comme quand tu dis souvent, t'es en Mondiovision à l'OM, toi, tu passes tous les week-ends, on te voit tous les week-ends. T'es pas à Brest, où en fait, on va te voir peut-être une fois toutes les 3 semaines, parce que pour peu que l'affiche ça soit un Brest-Toulouse, personne va se brancher sur Brest-Toulouse à part les Brestois et les Toulousains. Et encore. Voilà. Donc oui, ça se voit. Oui, la pression est là. Oui, forcément, les yeux sont braqués sur le moindre crochet de travers, la moindre passe de travers. Et malheureusement, Brassier, pour son bien, comme tu as dit, ça sera bien de passer à autre chose, je pense. Et Nice, c'est frustrant parce que là, déjà, on ne sait pas où est-ce que va finir cette saison. Même s'ils vont forcément aller à 5, finir dans le top 5, sûrement avec ce qu'ils proposent.
Ouais, c'est À, possible. à quoi bon? À quoi bon? Même si je pense ils vont perdre Guessant, parce que vu la saison qu'il fait, Guessant est quand même sur un niveau de performance qui est quand même. Et même dans ce qu'on voit, c'est pas simplement des stats, Guessant, hein. Tu le vois, il défend, il attaque, il est passeur, il joue juste, il est. Bah après, c'est facile à dire comme ça, mais quand on regarde les matchs, Guessant fait quand même un sacré joueur quand même. Enfin, il Ouais, propose ouais, pas seulement une puis même, palette ne serait-ce offensive, que quoi. physiquement. Ouais, ouais. Puis Voilà, ne il serait-ce est. que Ouais. physiquement, hein, déjà, si vraiment tu prends démarrage, les 40 premiers mètres, enfin, même pas les Ah oui. 40, les 20 premiers mètres, le coup de rein, la capacité physique à tenir, à garder son ballon dans les duels, tout ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de qualité. C'est un joueur qui arrive peut-être un peu sur le tard. On en a connu d'autres, hein, qu'on pourrait citer, mais enfin, faut rester mesuré, évidemment. Mais oui, non, non, un joueur quand même très intéressant et qui, en effet, démontre des qualités physiques, techniques, de lucidité, même de sang-froid impressionnantes. Donc, à voir où ça le mène et j'espère que lui sera ambitieux et ira dans un club qui Mm. lui permettra de jouer des places intéressantes et notamment une compétition qui est la Coupe d'Europe. Très bien, Clément. Eh ben écoute, on est sur 23 minutes, donc c'est parfait. On va pouvoir naviguer sur Pierre Sage. Donc on va pas forcément parler du coup d'analyse de match de l'Olympique Lyonnais, parce que ça c'est plus le cas maintenant, parce qu'on va passer à, Mhm. à un autre objectif, celle de se concentrer sur le coach, la direction, le staff, et donc l'éviction. Ça se dit l'éviction? L'éviction de Pierre Sage. Mhm. Voilà, donc Pierre Sage qui se fait limoger de l'Olympique Lyonnais au lendemain de cette défaite enfin de cette défaite, ce match nul contre Nantes, qui peut s'accaparer une défaite parce qu'à une minute près, si Louis Capéry la sort pas sur Mohamed, on est sur le 2-1. Hein, donc ouais, moi je trouve ça en tant que supporter, en tout cas du club des Canuts. C'est triste, ça semble triste, ça semble injuste, ça semble, en tout cas, ça ressemble à tout sauf la décision qu'on aurait pris en tant qu'amoureux du club. Bon, tu remplaces pas Pierre Sage par un inconnu, tu le remplaces quand même par quelqu'un, c'est quand même quelqu'un. Fonseca, tu vois, il a amené ses équipes quand même à proposer un jeu quand même intéressant, même si au Milan AC, ça s'est pas si bien passé à cause du vestiaire, des gros caractères qu'il y avait, des gros salaires, etc. Mais voilà, t'es supporter lyonnais, tu vois Pierre Sage, un mec de l'académie qui vient, qui sauve ton club. Voilà, à 2 mois, 3-4 mois à 3-4 mois près, t'es en Ligue DOS avec des prestations catastrophiques, un moral au fond du fond des deux chaussettes. Et le mec va te faire vibrer, faire vivre des émotions avec comme porte-drapeau des Lacazette, des Tolisso, qui aujourd'hui, bah, pas Tolisso, mais Lacazette flanche, comme un symbole. Et ça fait mal au cœur, en fait, le foot, la réalité du foot revient au galop, avec, bah voilà, comme bourreau John Textor. Et malheureusement, le foot, c'est ça, hein. Le foot, c'est ça, c'est un mois de doute. T'auras beau avoir fait revenir le club en Europa League alors que t'étais à 2 doigts de jouer le maintien à un point près, et ben 3 semaines d'écart, 3 semaines de travers et à mardi, quoi. Au revoir, monsieur Sage. Alors, il semblerait que peut-être on songerait à le réintégrer dans l'organigramme de l'Olympique Lyonnais dans d'autres fonctions, mais ça, c'est pas assuré. Ce qui est encore plus dommage de ce qu'on sait, c'est qu'en plus, bah, Pierre Sage était averti finalement déjà il y a bien plus d'un mois que ça, qu'il allait sûrement être remplacé par un nom, parce que John Textor, d'ailleurs dans son interview, il le disait, qu'il avait besoin, entre guillemets, d'augmenter l'image de l'Olympique Lyonnais. Et le fait que Fonseca soit viré de l'AC Milan était une opportunité pour lui, parce qu'apparemment en 2021, quand il est arrivé, ou en tout cas où vraiment Textor a commencé à prendre ses marques, Fonseca était l'une des priorités pour le club de Lyon, et bah, ça s'est pas fait. Et là, bah, c'est l'opportunité idéale, 2-3 coups de pression, 2-3 mauvais résultats, et voilà. Et voilà, Pierre Sage, merci, au revoir. C'est l'occasion pour moi de te dire au revoir. Et voilà. Et Mhm. puis on va voir ce que ça va donner. Et il faut voilà, manger notre pain noir. Et malheureusement, c'est la réalité du foot. N'en déplaise aux amoureux, je pense que ça, faut arrêter d'y croire, aux belles histoires. Surtout dans des clubs qui sont gérés de cette façon, comme le groupe Eagle. Donc peut-être qu'il faut tous qu'on se réoriente vers des clubs de national, peut-être pour croire en ça. Mais d'après ce que je crois, même là-bas, même dans les plus petits niveaux, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mhm. Non, mais c'est sûr. La problématique, c'est que j'ai l'impression que chaque vent de fraîcheur sur la Ligue 1, on va dire le foot français même en général,
est très très rapidement éteint. Des fois sur certains joueurs, parce que médiatiquement, tout de suite, on les met trop haut par rapport aux capacités réelles qu'ils ont. Pour des présidents, on leur donne un petit peu trop la parole par rapport finalement au pouvoir qu'ils peuvent avoir et en tout cas aux décisions qu'ils prennent pour notre foot. Et puis les entraîneurs, tout simplement parce que quand ils proposent des idées, dans tous les cas, ils sont toujours uniquement jugés à leurs résultats, voire dans ce cas-là, à leurs résultats et même à leur nom de famille, et à savoir s'ils sont assez connus, assez hype, assez Bankable. fame finalement. Bankable exactement pour le club. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans cette décision et dans les explications qui ont pu être données autour de Textor et notamment dans ces interviews, j'ai entendu un président de l'Olympique de Marseille dire une fois, à Marseille, il y a trop de Marseillais. Et ça va pas. Et John Textor a dit quelque chose comme à Lyon, il y a quand même beaucoup aussi de Lyonnais. Il y a le gang des Lyonnais, il y a Lyonnais. Alors, moi, je pense que l'identité d'un club, ce qui est revendiqué par les supporters, c'est quelque chose de fort. Et notamment pour Lyon, ça a pu même être le réel succès sportif, économique, financier, politique, total, global du club. Et aujourd'hui, sortir d'une période sombre, des ténèbres, de l'enfer, hein, avec différents coachs qui, bien que très sympathiques au demeurant, étaient visiblement incompétents, ou en tout cas n'avaient pas ce fameux résultat entre... on a eu qui ? On a eu les Italiens. Grosso. Après Grosso, on a eu qui ? On a eu Laurent Blanc. Non, ça c'était avant. Ah bah c'est bon, c'était Pierre Sage après, gros. Non, mais avant encore, attends, tu fais, y a pas. Ah, il y a, comment il s'appelle Ah, j'ai perdu le Hollandais. Ah, j'ai perdu son nom. Le Hollandais, là. Ah, putain, oui, c'est... J'ai perdu entraîneur de... Et puis même, moi, si tu veux, j'ai inscrit même dans le même Silvino. Oh là, c'était peut-être encore là, Silvino. Oui, mais ça, c'était il y a longtemps, chef. C'était il y a si longtemps que ça ? Ouais, en termes d'années, je pense pas, parce qu'on en avait bien enchaîné des... Mais... Attends, je vais te dire, c'était, comment il s'appelle ? Gore, pas Gore, c'était... Ah, j'ai plus les noms. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que globalement, tu sors quand même d'entraîneurs au profil plutôt étranger qui n'ont pas eu plus de résultats. Là, de ton académie, tu sors un produit qui te sort globalement, même si évidemment, moi je le disais aussi l'année dernière, nuançons avec la capacité d'investissement que l'Olympique Lyonnais a pu mettre en avant pour sortir de cette galère, évidemment. Mais en revanche, il ne faut quand même certainement pas oublier le travail qu'il a pu faire, l'amour que les supporters ont pour un entraîneur, ce qui est une chose extrêmement rare dans un club de football aujourd'hui, en 2025, des supporters qui aiment d'amour leur coach pour les valeurs qu'il inculque, le football qu'il souhaite en tout cas pratiquer, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais qu'il souhaite pratiquer, et en plus l'identité qu'il dégage, qui est en rapport avec ce que les supporters et le club souhaitent défendre, et qui est mis de côté pour ces mêmes raisons-là, là, moi, ça m'inquiète beaucoup plus. Ça m'inquiète beaucoup plus parce que si on se dit que la fame va remplacer l'identité et que les résultats sont également légèrement liés à la fame, c'est un véritable problème. Mais dans les recrutements de l'Olympique Lyonnais, on a pu voir ça. Typiquement avec Zaha. Zaha, ça reste un nom. Ben voilà, on l'a pris pour ça. On l'a pas pris parce qu'il était en forme, parce que c'est un joueur qui avait de l'avenir. Non, on l'a pris parce qu'il avait un nom. Et donc, il y a évidemment des gens dans la direction du club qui prennent des décisions, et notamment Textor, qui évidemment ne connaissent rien au foot. C'est une certitude absolue. Il n'y a pas de doute, d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas tant que ça, en tout cas sur l'aspect sportif. Et on n'est pas à l'abri d'avoir, directeur sportif, là, tu as 20 millions, il faut les claquer sur un ailier. Ah bah tiens, on prend le gars qu'on vient nous proposer, il a un nom, ça fera plaisir à Textor, et on verra bien ce que ça donne. Et le mec est nul.
Voilà, donc c'est un petit peu la problématique que j'y vois. J'espère surtout qu'il rebondira. Et pas uniquement dans un club mid où c'est une galère de réussir à procurer, à faire un certain foot. Au moins dans un club certes mid, mais avec un effectif en capacité type Strasbourg, voilà, avec des effectifs qui sont quand même où tu sais que tu joues quand même le milieu de tableau et que peut-être, voilà, en travaillant bien, tu peux aller chercher quelque chose d'intéressant, mais sans penser tout de suite au maintien, parce que je ne sais pas si le football pratiqué par, par Pierre Sage dans un club en danger serait d'une utilité extraordinaire. Après, bon, ça, c'est d'ailleurs peut-être une réflexion un petit peu désuète, mais en tout cas, ça, c'est ce que je pense. Maintenant, ça reste vraiment dommage pour l'Olympique Lyonnais. Ça reste même terrible, je dirais. Encore une fois, pour l'identité et les supporters, et même pour le football français en général. Maintenant que Paulo Fonseca vienne et réussisse à faire quelque chose, c'est possible. Est-ce que ce sera une mauvaise décision pour l'Olympique Lyonnais au global? Ça, on pourra le juger qu'à la fin de la saison, globalement, voire peut-être même à la fin de celle d'après. Donc, laissons maintenant un peu de temps aussi à quelqu'un qui connaît bien la Ligue 1, qui a échoué au Milan AC, certes, mais enfin, c'est pas le premier non plus. Donc, à voir. Et en espérant surtout une suite intéressante pour Pierre Sage et le revoir. Parce que l'entendre parler de football, c'est vrai que c'était une vraie bouffée d'air frais. Pas vraiment beaucoup de coachs intéressants comme ça en Ligue 1. Enfin là, je suis un peu dur parce que on en a quand même quelques-uns aujourd'hui Oui. qui cherchent quand même à pratiquer du foot, ce qui est plus intéressant que passer aussi de sombres années. Donc voilà, terrible. Salut l'artiste, j'ai envie de dire. Ouais, là pour conclure, là où je trouve ce qui est dégueulasse avec cette éviction, quand même, avec ce licenciement, c'est qu'en fait, Pierre Sage, on lui a jamais donné les clés, dans le sens où, en fait, il prend le navire qui était en train de couler, qui était déjà sous l'eau, et on avait déjà abandonné le navire presque, et débrouille-toi, vois ce que tu peux faire, est-ce qu'on peut se maintenir, et il l'a maintenu, et il est même allé chercher la Coupe d'Europe. On a dit, est-ce qu'il va être capable de mener un mercato et du coup de bien commencer cette saison. Bah, il se trouve que le mercato, bah, c'est pas lui qui l'a mené, hein, c'est pas lui qui l'a mené. On va pas me faire croire qu'il a fait venir des A, etc. Avec dans un effectif qui était surchargé et il s'est retrouvé avec une ribambelle de joueurs à ne plus savoir où les foutre. Et donc un effectif qu'il a dû en gros gérer dans tous les sens. Il suffisait de voir certains week-ends, il faisait tourner à 4 joueurs par week-end. Alors après, des fois, on pouvait jouer avec la Coupe d'Europe tous les 2 jours, tous les 3 jours. Néanmoins, c'est pas lui qui a décidé de tout ça. C'est pas lui qui décide de toute cette ambiance-là. C'est lui qui subit tout ça. C'est lui qui a subi toute la situation du club. Et ben oui, c'est le coach. Oui, c'est lui qui saute. Tu sais, j'en parlais à ma formation de coach. Je disais, bah en fait, un coach, il dépend uniquement de ce qui se passe au-dessus de lui. De toute façon, c'est le siège éjectable, c'est le premier à sauter. C'est pour faire, soi-disant, entre guillemets, un effet, pas un effet boomerang, mais un effet, pour créer un déclic chez les joueurs, c'est le coach qui va sauter, c'est pas le président, c'est pas le directeur sportif, c'est le coach. Et après, chez les joueurs, tu vois. Donc c'est toujours comme ça, et je trouve ça assez dégueulasse. Et ça, c'est dommage. Et après, c'est donc un truc où en fait on pouvait, comme en tant que supporter lyonnais, et que je pense en tant que supporter de foot, en fait c'est un des rares clubs où en fait t'as vraiment un mec du cru, quoi. Tu vois, t'en as plus beaucoup un mec du cru qui va un peu soulever, amener l'équipe vers le haut, et que t'aimes ou que t'aimes pas l'Olympique lyonnais, et ben t'as quand même une équipe où t'as des Lyonnais dans l'équipe. Tu vois, t'as des Lyonnais, t'as le coach qui est lyonnais, la direction l'est peut-être pas, mais que tu le veuilles ou non, tu t'y es accroché à ces mecs-là. Lacazette, il est pas parti, il est peut-être pas performant, mais tu t'y es accroché. Il a eu des offres, il est pas parti, tu t'y es accroché. T'as Pierre Sage là-dedans qui amène un discours d'éducateur qui n'est pas du tout adéquat au foot d'aujourd'hui. Le discours qu'il a, il est très beau, très bien pour les médias, très bien pour ceux qui sont romantiques, mais ça, faut l'oublier en fait. Ça n'existe plus, ça. Mais j'aimerais citer quand même un mec que j'ai lu, c'est Pep Linder. Bon, il a fait un fiasco à Salzbourg, où il a fini bon dernier de cette Coupe de Ligue des Champions, de cette Ligue des Champions. Il quitte, c'était l'adjoint de Jürgen Klopp. Il quitte du coup ce rôle d'adjoint en même temps que Jürgen Klopp quitte son poste. Il part prendre Salzbourg avec un succès mais lamentable. Il a tout raté. Mais bon, c'est pas forcément de sa faute. Et il disait qu'ils avaient mis l'accent à Liverpool depuis plusieurs années sur l'importance d'avoir un organigramme de personnes.
de Liverpool, à commencer par des joueurs, des jeunes qui pouvaient, ces joueurs-là qui justement allaient jouer sans réfléchir, puisque de toute façon ils vont jouer pour leur équipe, pour leur club, Liverpool. Mm. Les gens au sein de l'organigramme, que ce soit dans les cuisines, le staff, n'importe qui, et ben des gens du Mm. cru pour montrer l'amour qu'ils ont pour ce club et s'y investir avec tellement de passion, finalement ça va se ressentir. Et que tu le veuilles ou non, tu as des joueurs dans l'effectif, Harvey Elliott, Curtis Jones, etc., qui sont de l'effectif, qui sont de Liverpool. Mm. Donc, tu vois, comme me dire qu'il y a trop de Marseillais, me dire qu'il y a trop de Lyonnais, et ben, tu vois, le contre-exemple, il est parfait, quoi. Alors, je vais pas citer Mm. Manchester parce que ça tourne un peu moins bien, ça tourne voire nettement moins bien, mais ça reste aussi dans cet état d'esprit-là. Que tu le veuilles ou non, c'est important d'avoir cet attachement au club. Regarde le FC Barcelone. C'est à une moindre mesure, tu vois. Mais voilà, c'est un discours qu'on peut mettre qu'on peut contredire de par des succès comme celui de Liverpool, tu vois. Enfin bon, voilà, Complètement. le foot que vous pensez aimer, celui que vous voyez, qu'on a lu dans les livres, le foot romantique, c'est fini. C'est fini. Clairement. Faut vivre au jour le jour, c'est le mot. Ouais. Voilà. Rien de plus à rajouter. Rien de plus à rajouter, mon pauvre. Qu'est-ce que tu veux Mm. que je te dise? Je sais pas quoi. Ouais. On va aller en Belle transition. ouais, belle transition. On va aller en Bundesliga 2. Je sais pas si t'as vu ce qu'a dit. Comment il s'appelle Paulo Breitner. Il disait qu'il y a un record d'affluence moyenne en Bundesliga 2. 35 000 personnes dans les stades. Ah ouais? Tac. Ouais, c'est pas le même foot. Bah, Bon, il a fait 38 minutes, Clément. On n'est pas loin de te. C'est à quelle heure tu pars, Clément? eh bien, maintenant.